Et là, sur BI, j'en ai pas dit. Je ne sais même pas s'il y en a de base. Si, bah, c'est moi qui les élimine. Ah, j'ai plus ta tête. Quand même, s'il te plaît. Il n'y a plus de noir passe. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Vous êtes chaud? Ça est flambé. Thémo, il est chaud? Oui. Thémo, il est toujours chaud. J'ai vu Adric tout à l'heure. Toi, t'es toujours chaud. J'ai vu Adric à la pause là. Il va bien? Il a fait une bonne remarque, c'est qu'ici, il faut que l'application gère le retour d'une 304. Normalement, à l'appli, ça renvoie toujours. C'est ce qu'on a fait ici. Ouais, c'est exactement ce qu'on a fait là. C'est un 200. Sinon, c'est un 200 et. Souvent des 500. Ça, c'est uniquement pour le film, c'est une future. Mais dans le cas où ça retournera une 304 et que le cache TTL est expiré, eh ben, le proxy peut éventuellement aller chercher le cache expiré et le réutiliser pour le resservir au client. Voilà, c'est une utilisation sympa, mais un petit peu complexe. Donc ça, c'est le cache par validation. Ouais. Okay. Expiration, c'était les max edge, xmax edge et expire. Okay. Validation, c'est Ça définit des... c'est ce cas-là, quoi. C'est le cas où on a une requête et non, c'est pas ce cas-là, c'est le premier cas, le cas du haut. Grosso modo, la requête elle est déjà en cache, la réponse est déjà en cache, ça va interroger le proxy, le cache n'est pas expiré, ça la renvoie. Okay. Validation, on voit que ça interroge tout le temps l'application. Que la donnée soit en cache. On va en parler après. On va balayer plein de sujets, puis après on va dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, tu vois, ou pas? Au niveau des proxys, là, tu sais quels sont les proxys qui supportent justement cette validation Ouais. Varnish, par exemple, ça se discute. Moi, je suis quasi sûr que c'est Varnish à partir de 4 pour le if modified since. Charlie dit à partir de 3. À Kamaï. Normalement 6, ils sont tellement bons que... Oui, mais Genix le gère. Next. Alors, je vous ai parlé de last modify avec une deuxième requête qui contenait un if modified since. Il y a aussi l'itag avec deuxième requête qui contient le if non match et un unique ID représentant la ressource. Il est conseillé d'utiliser last modified et itag quand on a du mal à déterminer une date de modification. Mais on peut très bien faire un hash sur nos ressources. Dans les headers, envoyer un itag avec le hash et le navigateur gère de lui-même, il renvoie une deuxième requête avec if non match et le hash. Et le serveur de cache check s'il a le itag présent sur son cache. Et c'est exactement le même principe avec les 304. On pourrait remplacer last modified par itag. C'est la deuxième header par validation. Je vais vous parler un peu de Varnish. Du coup, là on vient de voir le cache par expiration et le cache par validation. Ouais, je vais juste réinsister sur le fait que validation, en théorie, on n'a pas trop à l'utiliser. Enfin, on utilise tous ici chez Prisma le cache par expiration, c'est largement suffisant. Cache par validation, ça introduit des notions qui sont un peu complexes et difficiles à mettre en place. Par rapport à Varnish, je vous ai mis un petit schéma qui vous explique un peu toutes les différentes phases dans lesquelles on passe quand on passe dans une conf Varnish. Vous pouvez trouver cette conf dans le ptc varnishdefault.vcl et du coup, toutes les fonctions, c'est des fonctions VCL. Je vais vous parler notamment de 3 fonctions qui sont les principales, qui sont VCL Receive, VCL Backend Fetch et VCL Backend Response. VCL Receive, vous pouvez la trouver là, et les Backend Fetch et les Response, vous pouvez les trouver là. Grosso modo, il y a la request qui arrive, notre web server qui est à droite, et notre response qui sort.
Le VCL Receive, ce que vous devez comprendre, c'est que son seul but, c'est de dire grosso modo, est-ce que cette request a potentiellement un cache, oui ou non. Dans le cas où elle est potentiellement cacheable, alors du coup, on lui dit de faire un lookup qui permet d'aller voir dans le cache, sinon on fait un pass qui va directement à l'application. Dans le cas où l'élément n'est pas en cache, dans le cas où il est en cache, il le renvoie directement. Dans le cas où il n'est pas en cache, on va passer par le back-end fetch. En fait, dans les receive, back-end fetch et back-end response, ce qu'on va faire principalement, c'est identifier les requêtes qui sont privées, notamment une requête où il y a des données personnelles dans lesquelles on va supprimer les cookies. Et cela pour un but, c'est que Varnish ne cache pas les pages qui contiennent des cookies. Donc c'est les principales... c'est là-dedans qu'on va principalement supprimer les cookies. C'est ce qu'on va y faire. Le backend fetch, du coup, renvoie au web server la réponse, la requête. L'application fait ce qu'il a à faire, renvoie dans le backend response, et le backend response fait la même chose, dit est-ce que cette réponse est cacheable ou pas. Dans le cas où elle est cacheable, on va dans le cache, et dans le cas où elle n'est pas cacheable, on va directement dans le VCL deliver. Et on renvoie la réponse. Je vais vous parler brièvement du hash et du deliver. Le hit et le miss, c'est pas très important. Le VCL hash, ça permet de calculer la clé de hash de la request. Donc notamment, ça prend par défaut le host, la méthode et l'UI. Et le VCL deliver permet de modifier les headers notamment pour les renvoyer à un tiers, notamment un Kamaï, je vous en parlerai après. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ce schéma. Ce que vous devez juste savoir, c'est par rapport à ce que vous a présenté Thomas, normalement, l'applicatif, ce que vous devez faire dans l'applicatif, c'est juste définir des headers de cache. Et normalement, si, c'est le cas pour Varnish, si votre proxy respecte les normes HTTP, il écoute juste ses headers et il fait juste ce qu'on lui demande. Donc en théorie, une compte Varnish, il y a très peu de choses dedans. Puisqu'en fait, c'est l'application qui va piloter ce proxy en lui disant moi je veux cacher combien de temps, c'est lui qui définit tout. Et normalement, dans une compte Varnish, il n'y a presque rien. Le seul truc qu'on y fait, nous, aujourd'hui, chez Prisma, c'est grosso modo supprimer les cookies. Je vais vous parler de quelques petites notions de Varnish qu'on a introduites et dont vous avez sûrement entendu parler, qui sont importantes à connaître. Il y a Gracetime qui a été mis en place sur Varnish 4 et qu'on a mis en place chez Prisma. Le but du Gracetime, c'est quoi? C'est de dire que pendant une durée déterminée, nous c'est une durée qui est presque infinie, on dit que Varnish est capable de servir une page qui est expirée, une réponse qui est expirée, c'est-à-dire que, imaginons qu'on a un objet en cache qui expire au bout de 5 minutes, on passe après 6 minutes, normalement c'est expiré, sauf que le Gracetime dit, pendant une durée déterminée, j'accepte de redonner au client, au demandeur, l'objet qui est expiré. De façon à ce que l'utilisateur, lui, ait toujours un objet caché et n'interroge jamais l'application. C'est-à-dire que nous, chez Prisma, un user qui demande une page, il ne va jamais aller attaquer l'application si l'élément est en cache. Bien sûr, si l'élément n'est pas en cache, il va l'interroger. Et il y a une autre chose dans le Gracetime, c'est qu'en même temps qu'il fait ça, il va interroger de façon asynchrone l'application pour régénérer un cache frais, de façon à ce que la deuxième personne qui passe, lui, est un cache frais. Donc vous voyez souvent que pendant les 5 premières minutes, on retourne la page cachée, c'est normal, parce que l'objet est en cache pendant 5 minutes. Puis, après, c'est le prochain qui va encore se retaper la page cachée, mais par contre, le suivant, lui, il se retapera le cache frais. Yes. Il y a des choses à savoir aussi. Tout à l'heure, on vous a parlé de méthodes safe, les méthodes add, get et d'autres méthodes qui n'étaient pas safe. Ce que vous devez savoir, c'est que la clé de hash de Varnish prend en compte la méthode. Et que Varnish, il envoie une erreur, c'est très difficile à débugger, et on a pu le voir. Mais si vous essayez de cacher une méthode delete, ça pète. Donc tout à l'heure, vous vous rappelez de ce schéma-là. Si ici, dans le receive, on ne fait pas de passe sur une méthode delete, il passe dans le hash, et là, ça pète.
Et du coup, vous avez une 502, je ne sais plus combien d'ailleurs comme réponse. Mais voilà. Le ban versus purge, c'est un peu difficile à expliquer. Et, je vais le tenter, j'ai eu du mal à comprendre moi-même pendant longtemps. Grosso modo, les deux font du delete. La seule différence, les deux seules différences qui existent entre les deux, c'est qu'avec le ban, on peut faire des règles. C'est-à-dire que le purge, on lui dit supprime-moi le cache de l'URL tel, enfin de /toto. Alors qu'avec le ban, on peut faire de /toto /étoile. Ça fonctionne. La deuxième notion qui est différente, c'est que le purge, il delete directement l'élément en cache. C'est-à-dire qu'il prend l'objet en cache, il l'enlève, il le supprime. Alors que le ban, il le rajoute dans une ban list. Et c'est la prochaine request, donc imaginons qu'on ban /toto, donc ça ne supprime pas, ça le laisse en cache. Par contre, la request qui va arriver /toto, il va lire dans la ban list, il va voir que /toto a été banni, et du coup il va pas le prendre. Donc ça ne supprime pas directement. Le stockage de Varnish, il stocke de différentes manières, donc sur fichier ou en mémoire. Et évidemment, en mémoire, c'est beaucoup plus rapide. Et fichier, on l'utilise notamment pour le resizer. Récemment, on est passé de 48 Go de mémoire sur nos Varnish à 200 Go. Et une dernière notion qui est importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas de SSL sur Varnish. Puisque en fait, Varnish, pour vérifier qu'un élément est en cache ou pas, il doit comprendre la request. Sauf que la request, si elle est cryptée, il va avoir beaucoup de mal à calculer la clé de hash. Donc du coup, il ne gère pas le SSL. Et c'est pour ça qu'en général, on met un autre élément avant Varnish. Nous, c'est du HAProxy. Ça pourrait être aussi du Nginx. On pourrait mettre Nginx, Varnish, Nginx. C'est quelque chose qui se fait assez fréquemment. Dont le seul but, enfin là, HAProxy, il a comme rôle aussi de faire du balancing, mais il aurait comme but de décrypter cette request de façon à la donner à Varnish en clair, de façon à ce que Varnish puisse l'interpréter et cacher ou non l'élément. Différentes commandes qu'on utilise qui peuvent vous aider lorsque vous débuguez du Varnish, puisque c'est pas forcément simple. Il y a une commande qui s'appelle Varnish log qui permet d'écouter, c'est un peu comme un tail-s sur un fichier de log si vous voulez, qui permet d'écouter sur une URL donnée tout ce qui s'y passe. C'est assez pratique. Donc on a le Varnish ADM qui permet de faire différentes choses comme bannir, ce dont je viens de vous parler. Donc là on banne sur femmeactuelle.fr les URL de type page /tag /étoile. Et on peut également bannir un objet ou une liste d'objets, c'est-à-dire que on peut lui dire tous les objets ou toutes les responses plutôt qui sont en cache et qui contiennent le header HTTP x cache tag article 916445, on les supprime. Je vais vous en reparler un peu après, vous allez comprendre le but de cet élément. On va parler un peu, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça déjà. Oui, peut-être. Le Grace Time. Ouais. Est-ce que la mise à jour asynchrone, elle est assez rapide pour qu'elle soit faite juste avant la prochaine ça dépend de combien. Enfin, c'est rapide dans le sens où il l'envoie de suite. Et par contre, après, ça dépend du temps que l'application a réussi. Voilà. Okay. Après, au pire, il y a 2 utilisateurs qui se le tapent, mais c'est pas très grave. D'autres questions? Ok. Donc l'ESI, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est, mais en tout cas, je vais essayer de vous le présenter. Grosso modo, l'ESI, c'est une balise HTML qui est formée comme suivante. Ce qui est important à reconnaître, c'est ESI2.include et le fait qu'il y ait une balise SRC qui contient une URL. Le but des ESI, c'est de découper sa page en blocs. Je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple du bas. Imaginons qu'on est sur la homepage de monsite.fr et on a une page qui contient Bonjour John, ceci est ma page, et copyright 2016. On imagine que le bloc bleu, au-dessus, Bonjour John, c'est un bloc ESI, que ceci est ma page et ma homepage, ça c'est dans la homepage, et que le copyright 2016 c'est un autre bloc ESI. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'en fait, ce qui est important à savoir, c'est que si on veut cacher cette page, on ne peut pas le faire, puisqu'en fait il y a une information privée. Donc si on se retrouve avec un Bonjour John sur toutes nos pages, on ne peut pas du tout cacher le site, c'est impossible de le cacher. Alors qu'avec les ESI, on arrive à faire ce genre de choses. Donc typiquement, on a ce cas-là, où ma homepage, je lui mets un TTL de 30 minutes. Donc ma homepage est cachée pendant 30 minutes. Et
je lui mets deux blocs ESI, le HTTP, le header.php, qui contient bonjour John, où je lui mets un TTL de 0. Et du coup, en fait, ce bloc-là ne sera jamais en cache. Donc, et on a aussi le bloc du bas, le footer.php, qui a un TTL de 1 jour, parce que ce footer, on considère qu'en fait, c'est pas très important de le mettre à jour, il est rarement mis à jour. En plus, il est partagé par plein de pages, donc en fait, il y a une page qui génère ce footer pour l'ensemble de toutes les pages. Donc c'est très intéressant. Ah, voilà, donc ça c'est le nouveau guide de Thomas. Donc je vais vous faire une petite démo. Donc là, par exemple, je suis sur une URL, je ne sais pas si tout le monde voit bien, local.famactuel.fr 2.82 / point d'interrogation time égale 100. Tu pourrais zoomer ton écran. Comment? Tu pourrais zoomer ton écran ou moins. Ah oui, c'est vrai. Contrôle vers le haut. Ah oui, moi aussi, mon ça. Donc du coup, là j'affiche le code source, je suis sur le port 82, donc je passe directement par Nginx. Ce qu'on peut voir, c'est que là justement, j'ai Edge Sliding Include, puisque Nginx ne gère pas le fait de comprendre ces Edge Sliding Include et ne sait pas quoi en faire, donc il les affiche telles qu'elles sont. Donc ce qu'on voit bien, c'est que j'affiche mon header, j'affiche mon footer, le time c'est juste pour dire, je veux que le header se rende en 1000 millisecondes et le footer pareil. Vous verrez après pourquoi j'ai fait ça. Là, on regarde le header, donc notre header s'affiche header time et s'affiche en 1 seconde. On voit bien que ça fait donc le 1.019, ça marque le nombre de secondes dans lequel s'affiche le header. Pareil pour le footer avec le copyright. Et là, j'ai ma page qui est sans, donc en passant par Varnish, donc sans passer par Nginx. Et là, du coup, Varnish interprète les ESI. Du coup, ce qu'il fait, c'est que lui, il va prendre le contenu de cette page-là, il va voir qu'il y a des ESI, et après il va rappeler l'application avec les URL données pour pouvoir assembler in fine la page. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez en combien de temps cette page, sachant que vous avez toutes les informations normalement, la homepage se génère en 100 millisecondes, le header se génère en 1 seconde, le footer se génère en 1 seconde. Est-ce que vous savez à peu près combien de temps met la page à se générer? 1 seconde, 0. 1 seconde, 0? C'est 10 000. 0,16 quoi. Ou alors 2 secondes. Je vais vous le dire, la page met 2 secondes, 100 millisecondes à gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, Varnish gère les ESI, mais il les gère en série, pas en parallèle. C'est-à-dire qu'il attend l'arrivée de la homepage, donc de cette page-là, et une fois qu'il est arrivé à cette homepage, donc il a mis 100 millisecondes, il va interroger le header, qui va prendre 1 seconde, il va attendre la réponse, il va interroger le footer, et il va attendre la réponse. Donc, on va passer à dommage, lire. Comme il le cache, Ouais. comme il le cache. Donc là, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc là, il y a la request home.php qui arrive à Varnish. On va interroger l'application. On imagine qu'on est sans cache, on tape à vide. Varnish reçoit le homepage.php avec les balises ESI, reconnaît ces balises ESI, donc va cacher éventuellement le contenu de la page avec les balises ESI, mais non pas avec le contenu des balises ESI, va appeler l'application avec le header.php, pareil, va cacher ou non le header.php. Là aussi, c'est possible que vu que le header soit en cache, il n'aille pas taper l'application. Donc ça qui est intéressant aussi dans les ESI, c'est que à chaque endroit, à chaque appel, Varnish va regarder dans son cache s'il contient la donnée ou pas. Et ça va être surtout intéressant pour le footer.php, parce qu'imaginons que ce footer.php soit sur 1000 pages, une page va générer ce footer en cache, et puis les 999 autres vont se servir de l'appel de cette première page pour rendre le footer. Donc, au final, les ESI, est-ce que vous pourriez me dire quand les utiliser? Quand est-ce que vous les utilisez? Quand tu as une page client, Comment? quand tu as un hello machin. Ouais, donc quand tu as une réponse qui doit être privée, qui doit être. Le type de sidebar. Ouais, ça c'est la deuxième. Voilà. News, vidéo. Exactement. Donc quand il y a une sidebar, donc c'est le cas de notre footer, quand il y a un bloc qui est présent sur énormément de pages. Donc c'est les deux cas où ça peut être intéressant. Il y a un autre cas qui est un peu comme celui dont tu parles, qui est en fait le fait d'avoir un bloc
qui a un TTL qui est différent de la page principale. Par exemple, vous pourrez très bien imaginer le contraire, avoir une homepage qui a un cache de 5 minutes et avoir un autre blog qui a un cache de, je sais pas, 3 jours. Mais il est uniquement sur cette page-là. Là, ça pourrait être intéressant parce qu'il est généré une fois et à chaque fois, il est réutilisé. Donc, c'est les deux cas où on utilise les ESI. Est-ce qu'il y a un maximum de blocs conseillés ESI ouais. Bah, sachant que c'est en série, il vaut mieux pas trop en avoir, justement. C'est justement mon deuxième point sur les performances. Et c'est ce point-là. Donc, une page contenant 4 ESI, ça fait quoi? Ça fait 5 requests, en fait. Il y a une request principale plus les 4 ESI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 appels à Varnish, 5 appels à Nginx, 5 appels à FPM, 5 appels à l'application. Si vous avez une application qui embarque plein de choses, et rien que le kernel met du temps à se loader, ça peut prendre du temps. Charlie, Oui. par rapport à ça, donc, si chaque ESI est en cache, ouais. et du coup, même avec le Grace-Time, du coup, l'utilisateur il n'a jamais de. Tout à fait. Ouais. Est-ce que finalement cette règle d'avoir de ne pas mettre trop de ESI, finalement, est-ce que elle est discutable parce que, en effet, ce que dit Jérôme, c'est que finalement, là, je pars du principe où on part à froid, où tous les éléments sont pas en cache. Lui, il me dit, bah ouais, mais au final, les éléments, ils peuvent être en cache. Donc, au final, la règle n'est pas vraie. Et c'est vrai, sauf que je pars du principe où, en fait, quand on pense au cache, il faut toujours penser aussi à qu'est-ce qui se passe quand je pars sans cache. Imaginons que demain, on est à supprimer tout le cache de notre application, et on va en parler tout à l'heure, c'est important que notre application continue à tourner normalement. Donc c'est très bien de mettre des ESI et de se dire finalement c'est caché, sauf qu'au final, un jour ça peut arriver que notre application elle tourne sans cache parce qu'on a restarté le serveur, parce que pour différentes raisons. C'est le premier utilisateur seulement qui se tapera du coup la génération du cache. Ouais, mais si tu as 1 million de pages avec 100 000 utilisateurs qui arrivent dans une minute, ton RPM il est de 100 000, si tu as 0 cache, ton serveur il va avoir du mal à tenir. Enfin, ton application. Enfin, ça dépend de ton application, mais voilà. Enfin, ça peut être. Un truc que tu n'as peut-être pas inventé, en parlant de New Relic, un cas qui nous était arrivé, c'est de supprimer un ESI et se rend compte que la page est plus lente sur New Relic. En réalité, c'est un peu trompeur parce que New Relic compte les requêtes PHP et pas la requête d'affichage d'une page. Ça fait que plus on a de SI, plus sur New Relic, on a l'impression que le site est rapide. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Ouais, c'est un travers de New Relic. Ça, c'est cool. C'est bon pour le prix. Il y a un autre cas, c'est la réponse est streamée. C'est assez bizarre, mais je vais vous montrer le cas. Imaginons que je fasse le footer qui se rend non pas en 1 seconde, mais en 4 secondes. Je rafraîchis, et là vous allez voir, la réponse s'affiche petit à petit. Pourquoi? Parce que finalement, Varnish, à chaque fois qu'il reçoit de la donnée, il l'envoie au navigateur et du coup, on voit petit à petit la request est assemblée. par rapport à ça, avec la règle derrière, il restreint ou il a. Ça, je sais pas. C'est une bonne question, mais je pense pas. Deuxième cas, ça peut économiser de l'espace mémoire. Imaginons qu'on ait une page que toutes nos pages font en moyenne 100 kilooctets. On en a 1000, ça fait 100 000 kilooctets qui est dans le cache. Finalement, on détecte qu'il y a un bloc qui fait 50 kilooctets qui est présent dans toutes ces pages, qui est cacheable en ESI. Finalement, il y a ce bloc-là qui fera 50 kilooctets, plus 1000 fois 50 kilooctets au lieu de 1000 fois 100 kilooctets. Donc on va diminuer l'espace 10 sur... l'espace mémoire plutôt, puisqu'on va utiliser plus du cache mémoire. Donc, les ESI, c'est bien. Par contre, pensez parfois qu'il y a d'autres types de caches qui sont possibles, notamment pour les API. Parce que finalement, c'est intéressant de cacher la data et non pas le rendu. Mais bon, ça peut être aussi un cas. Nous, on utilise des ESI pour cacher des appels API. Mais, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux ESI. Ok. Ils ont copié les cache blocs de. Hein? Ils ont copié les cache blocs des e-publish. Ils ont quoi? Et réciproquement. Ils ont copié les cache blocs des e-publish. Ah oui, c'était un peu. Ouais. Blague, en fait, c'est l'inverse. Le bonjour Tom, bonjour prénom, il sera caché par
l'utilisateur. Bah, pas forcément, ça dépend. Après, c'est quoi l'intérêt d'avoir là, le bloc header là, sur l'exemple Bonjour John? Bonjour John. Bah, finalement, il n'y a pas d'intérêt, mais c'est juste qu'en fait, fonctionnellement, on a besoin de marquer Bonjour John. Donc du coup, on doit afficher cette page, sauf que cette page, bah, on ne peut pas la mettre en cache si on ne met pas de SI, puisque cette page, elle contient de la donnée utilisateur. Donc si je la mets en cache, toi, tu t'appelles John, tu t'appelles le truc, ça fait Bonjour John. Moi, je m'appelle Bob, j'appelle la page, bah, je vais voir Bonjour John, si elle est en cache. Donc je ne peux pas la mettre en cache. Et la solution pour ça, c'est de découper les blocs qui contiennent de la donnée utilisateur au sein de blocs ESI pour pouvoir... D'accord, tu veux dire que la page, tout ce qui est en blanc, il est caché? Oui, 30 minutes. Toute la page est cachée de 30 minutes. Mais quand il cache, Varnish... Oui, je veux dire, tout ce qui est en blanc, il est caché, à part ce qui est en jaune, c'est un ESI, qui sera caché aussi. En fait, je vais te montrer ce qu'il va faire. C'est la seule... Ce qu'il va faire, c'est que quand il va cacher ce que tu appelles en blanc, il va cacher ça, Varnish. Il va cacher le rendu HTML avec les blocs ESI. D'accord. Donc, lors d'un appel suivant, il va prendre son cache de 30 minutes. Pendant 30 minutes, il va prendre ça, sauf qu'à chaque fois, il va faire des appels à header. Sauf que header, bah, en fait, il y a un TTL de 0, donc il n'ira jamais chercher dans le cache. Voilà, c'est le seul mot qui sera dynamique, qui sera pas caché. Et du coup, Varnish après assemble les différentes réponses et la renvoie au client. Enfin, pour nous, à Akamai. Et donc, pourquoi il cache... pourquoi il cache pas toute la... Bon, c'est juste un exemple peut-être. Je veux dire, pourquoi on ne cache pas toute la page, à part le header? Bah parce qu'on ne pourrait pas. Parce que copyright, tu veux le réutiliser sur d'autres pages en plus. Et comme ça, on est déjà caché. Pas des plus. Ah oui, par exemple. Ok. Il faut imaginer ça un peu comme des blocs de Twig. Je sais pas si tu vois, tu découpes ta page en blocs et tu peux avoir des caches différentes sur chaque bloc. Voilà. C'est la logique du truc. Akamai, je vais vous parler un peu des raisons qui font qu'on utilise aujourd'hui Akamai chez Prisma. Il y en a plusieurs. Donc l'Akamai, c'est un CDN. C'est que c'est pour des raisons de sécurité, ça rajoute une barrière entre nos serveurs et le net. Donc du coup, ça évite pas mal de failles, notamment les attaques DDoS. Vous avez sûrement entendu parler dernièrement. Ça, c'est pas magique, hein, ça les enlève pas, mais ça les réduit considérablement. Alors ça, malheureusement, on n'est pas trop concerné par ce point-là. C'est que c'est du zone cache, c'est du cache zoné. C'est-à-dire que quelqu'un qui au Japon, il ira lire du cache, enfin CDN, donc un Akamai qui sera au Japon. Du coup, il y aura la latence réseau en moins et du coup, la réponse en théorie sera plus rapide. L'autre point positif, c'est que ça permet de moins solliciter les serveurs, donc d'avoir une infra qui est un peu plus réduite, puisque finalement c'est Akamai qui se prend beaucoup de charges et finalement nos serveurs qui s'en prennent un peu moins. L'autre point très positif, c'est que ça garantit un bon uptime, puisqu'en fait, imaginons que nos sites répondent en 500, que Akamai ait la réponse en cache, Akamai, s'il reçoit une 500 et qu'il a la réponse en cache, il va renvoyer la réponse qu'il a en cache. Même si elle est expirée. Même si elle expire. Donc du coup, ça nous garantit quand même... Varnish ne fait pas ça. Hein? Varnish ne fait pas ça. Envoyer Varnish peut faire ça, mais il y a des fois où nos varnish n'ont même pas été accessibles. C'est toute l'infra qui est derrière en fait. Avant, tu as le H-Apoxy, tu as plein de choses derrière, ce font que ça peut péter. Et un autre point positif, c'est que nous, on ne paye pas trop cher parce qu'on est dans un gros groupe et que on a des prix qui sont liés à l'utilisation de tout le groupe. Sinon, c'est quoi le prix Alors ça, je peux pas trop... C'est pas donné. 30 000. C'est pas donné, mais on a des prix plus intéressants parce qu'on est par le biais de Bertelsmann et que Bertelsmann a entre autres RTL qui utilise beaucoup de bandes passantes. Quels sont les problèmes liés à Akamai? Et ça, c'est important de les connaître parce que Akamai, c'est bien, mais ça introduit une complexité qu'il faut connaître pour éviter certains pièges qu'on a eu d'ailleurs assez récemment et on en parlerai. Donc revenons à notre page, monsite.fr avec Bonjour John, ceci est ma page et le copyright. Je vous rappelle que du coup, le header est en TTL0. Très bien, ça marche parfaitement en recette, puisqu'en recette on n'a pas Akamai, on décide de passer ça en production, on appuie sur le bouton on, on passe en production. Et là, est-ce que vous pourriez me dire quel serait le problème de tout ça? Est-ce que du coup,
Akamai gère le SI de la même façon. Il y a peut-être Non. Akamai peut gérer le SI, on n'a pas l'option. mais on n'a pas l'option. Mais du coup, il récupère la version. Ah oui, mais il récupère du coup la version avec les blocs SI. Parce que c'est ça que Denis varnish. Il n'arrive pas à les interpréter. Donc du coup, tu perds le truc. Tu n'as pas les blocs. Exactement. Donc au final, Akamai, il va faire quoi? Il va prendre homepage.php, TTL 30 minutes, il va la cacher pendant 30 minutes. Et du coup, pendant 30 minutes, tous les utilisateurs qui vont passer par homepage.php verront bonjour John. Alors que c'est pas leur prénom. Donc du coup, c'est assez problématique. Ça, c'est uniquement parce qu'on n'a pas pris d'option. Voilà, Plus tout à fait. Tout à fait. C'est uniquement parce qu'on n'a pas pris l'option. Ah, il garde la version avec le nom initial. Ah oui, d'accord. Après, même si on prenait l'option, il y aurait peut-être d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre varnish, il est près de notre Nginx. Donc finalement, tous les allers-retours qu'on voyait tout à l'heure, c'est loin. Ici, finalement, ils se font entre notre varnish, pas notre application, mais notre varnish et notre Nginx. Si finalement, on paye l'option des ESI, on va enlever les ESI côté varnish, puisque c'est pas varnish qui va gérer ce truc-là. Donc ça va être Akamai, et du coup, la latence, elle se fera entre notre Akamai et notre Nginx. Et ça peut augmenter aussi la latence. Mais je ne sais pas à quel point, on n'a jamais fait le test. Mais voilà. Après, l'activation des ESI chez Akamai, c'est assez cher. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne le prend pas en place. Mais du coup, il récupère la version générée. Ouais. Pas juste le bloc ESI. Non. D'accord, il va quand même faire comme le navigateur, interpréter la réponse et tout ça. Mais il va prendre la réponse qu'il va avoir, ça va être Akamai, il va vouloir cacher ça. Oui, parce que donc du coup, il n'y aura pas le John. Ah si, il y aura le John. Là, il y a le John. Ah, il y aura le Là, John. il y aura le John. Enlève Ah oui, Header, pardon, il y aura autant le pour John. moi. Oui, d'accord, il récupère la version interprétée. Ouais. Comme si c'était navigateur. C'est pas la version avec les blocs, les D'accord, tags ok. ESI, c'est la version avec le Final. contenu des blocs Donc, ESI. c'est important ça. Ouais. Ok. Donc au final, les problèmes, c'est l'ESI avec une donnée privée utilisateur. Ça, c'est vraiment à proscrire, c'est impossible. On ne peut pas le faire, c'est impossible. Et le deuxième cas, celui-là, ça peut être fait, sauf que ça ne sert absolument à rien. C'est un ESI avec un bloc plus court. C'est-à-dire que, imaginons qu'on a notre homepage avec un TTL de 30 minutes, on fait un bloc ESI, copyright en bas, avec une durée de temps de 15 minutes. Finalement, ça ne sert à rien parce qu'il va cacher toute la page et ça sera 30 minutes. Il n'y a aucun intérêt. Au final, souvent, on met des durées de cache plus petites sur certains blocs parce qu'on estime que finalement, la homepage, je peux la cacher pendant 3 jours, mais à l'intérieur, j'ai un bloc de news que je veux cacher toutes les 30 minutes parce que je veux qu'il soit super frais, parce que les news sont ça tourne. Ça, on ne peut pas le faire. L'autre problème, et ça, on s'en est un peu mordu les doigts dernièrement, c'est le cache long. On veut un peu modifier notre politique de cache et faire en sorte qu'au final, on ne cache plus les pages pendant 5 minutes, parce que c'est très simple de cacher des pages 5 minutes. Par contre, ce qui est compliqué, c'est les invalider. Dire qu'une page est cachée 5 minutes, c'est juste des headers HTTP. Par contre, dire que la page, la homepage qui contient tous ces articles-là, elle doit être invalidée parce qu'il y a un article qui a été mis à jour, ça c'est très compliqué à savoir. Et c'est ça qu'on essaye un peu de faire.